Donc, ce sens privilégié du temps fait que je vais simplement, au lieu de considérer un groupe, je vais considérer un semi-groupe ici, et donc il y a des hypothèses sur les divergences qui seront signées au lieu d'être des deux côtés. Variante de la théorie. Bon. Alors là, on va un peu ralentir, parce que là, on va mettre en place des outils qu'on va essayer de généraliser à des équations comme ceci. Alors, ce que l'on a dit précédemment, c'est que si B est lipschitzian, on a, par exemple, par les solutions de viscosité, ce qui est un peu, évidemment, c'est vraiment utiliser un outil beaucoup trop lourd pour une situation aussi simple. On sait que tout se passe bien si U0 est continu. En fait, on sait mieux que ça. On sait que si U0 est dans LP, pour n'importe quel P compris entre 1 et l'infini, je vais exclure l'infini, mais il existe une unique solution de ce problème qui soit continue en temps à valeur dans LP. En d'autres termes, j'ai un bon flot dans LP. J'ai un bon semi-groupe dans LP. Alors, de quoi ça vient? Ça vient du fait que vous maîtrisez parfaitement le système dynamique et que donc, lorsque vous regardez l'intégrale sur P de U de X et de T, eh bien, vous avez ici l'intégrale de U0 de X de T à la puissance P par rapport à dx. Et donc, si vous faites le changement de variable, X donne xt. Si vous faites ce changement de variable, vous voyez que ceci vous donne l'intégrale de U0 de Y à la puissance P fois un certain jacobien fois dy, le jacobien en l'occurrence étant déterminant de dxt sur dx moins 1. Bien. Donc, on connaît dans le cas lipschitzien parfaitement le système dynamique. L'équation différentielle ordinaire, système dynamique, c'est un mot bien prétentieux pour dire j'ai une équadif. Et et donc on peut écrire ces choses-là. Alors le jacobien, toujours pareil, c'est lipschitzien, mais au moins formellement, si on veut des bornes, il n'y a pas trop de soucis. Alors, le jacobien, autre fait classique que l'on connaît depuis Liouville, le jacobien, on sait qu'il est gouverné par la trace de la jacobienne de B, c'est-à-dire par la divergence de B, et qu'en fait, on a quelque chose qui est pour dire que ce jacobien, déterminant de xt sur dx, déterminant, si je regarde, ou son inverse, si je fais ceci, on a cette identité remarquable, divergence de B et de xt fois ce déterminant. Toujours l'importance du flot tangent. Et donc, en fait, la mesure de Lebesgue est transportée par la divergence de B. Et donc, la mesure de Lebesgue, si la divergence de B est nulle, est préservée, c'est le théorème de Liouville. Donc, ce qu'on a, ce sont des isométries dans LP, ce sont des phénomènes très classiques. Si la divergence de B est positive, on a un système où les trajectoires s'écartent en expansion, si vous voulez. Mais l'expansion est contrôlée, les volumes, l'expansion des volumes est contrôlée par la divergence de B, qui est bornée si B est lipschitzien. Si elle est négative, il y a une compression, mais à nouveau, le taux de compression est majoré par la divergence. Et donc, ce que l'on voit, c'est que le transport de la mesure de Lebesgue par du volume par le système dynamique, essentiellement, lorsque la divergence est bornée, il est parfaitement maîtrisé.
ça se comprime ou c'est en expansion à un taux exponentiel, mais tout à fait contrôlé. Et donc c'est pour cela, et donc on voit bien que ce n'est pas une question de solution fondamentale. Pour bien comprendre ce qui se passe dans LP, ce n'est pas une question de solution fondamentale. Parce que la solution fondamentale, toujours B égale à 0, c'est delta 0 de x moins y. C'est réellement le transport par le flot de la mesure de Lebesgue. C'est ça qui va effectivement contrôler. Alors en proba, c'est plus compliqué parce qu'il y a ce transport en x et il y a en plus les espérances. Donc la situation n'est pas tout à fait aussi claire. En tout cas, dans un cadre purement déterministe, on voit bien qu'il y a deux phénomènes. Il y a maîtrisé, grâce à l'hypothèse de Lipschitz, l'unicité, et le fait que l'on puisse bien travailler dans l'espace de LP, c'est le fait que, bien entendu, si c'est Lipschitz, en particulier, la divergence est bornée, et donc on sait la manière dont la mesure de Lebesgue se déforme. Mais en tout cas, formellement, on peut se dire, bon, bah, si on nommait la première partie, quid de la deuxième partie qui montre la déformation de la mesure de Lebesgue, on n'a pas besoin de savoir que toutes les dérivées sont bornées. On a besoin de savoir que la divergence est bornée. Et c'est ça qui paraît absolument crucial pour faire une théorie dans LP. Donc, la question qu'on se pose, c'est de dire, que se passe-t-il si je suppose que la divergence de B est dans L infini ? Est-ce que je peux résoudre ces équations de transport sans supposer que c'est lipschitzien? Puisque là, maintenant, on sent qu'on devrait contrôler une isométrie. Si quelque chose comme ceci était vrai avec un J qui est borné, et on s'attend à ce qu'il soit borné, que la divergence est bornée, bah, si U0 vaut 0, on s'attend à ce que U vaille à 0. Donc ça ressemble à de l'unicité pour une équation linéaire. Donc ça paraît bien parti. Non, néanmoins, c'est totalement formel. Alors, le théorème, c'est que si on a divergence de B qui est bornée, et en fait, si on s'intéresse au temps positif, on a simplement besoin d'une majoration. On n'a pas besoin d'une majoration et d'une minoration, on a juste besoin d'avoir un inférieur ou égal ici. Pour avoir un inférieur ou égal ici, il faut avoir un supérieur ou égal sur le jacobien. Et donc, on sent qu'a priori, c'est divergence de B minorée qui suffit si on s'intéresse à un seul sens du temps. Bon, on va voir. Je me suis peut-être trompé dans les signes, donc on reverra ça dans un instant. Si divergence de B est dans L infini, donc le théorème, et puis on verra qu'on a besoin d'un peu moins. Donc, un demi suffira, une condition signée suffira, mais bon, pour l'instant, je n'en parle pas. Et si je suppose que B, au lieu d'être lipschitzien, est simplement W11, donc ça c'est le premier résultat en ce sens-là, alors ceci entraîne qu'il existe une unique solution U qui est continue dans LP. Donc, dans les 45 minutes qui me restent, je vais vous rappeler, donc je ne ferai que des rappels aujourd'hui, et puis je vous signalerai quand même au passage une petite extension brève de ce cas-là à un cas très simple où les A sont constants, indépendants de X. Mais avant de faire la démonstration ou les étapes essentielles de la démonstration de ce théorème, je voudrais faire un certain nombre de remarques. Alors, donc W11, c'est effectivement beaucoup moins de régularité que Lipschitz, c'est-à-dire que c'est une dérivée première qui est intégrable, au lieu de dire que c'est une dérivée première qui est bornée. Alors, à la suite de ce résultat, en inspectant par différentes inspections de ce résultat, il y a eu un certain nombre de généralisations. Donc une première généralisation, je crois que c'était toi, Benoît, avec Italo, non? Je crois que c'était ça, sur la partie symétrique de DB. C'est à un moment donné, il y a une modification. Si vous prenez la modification avec les bonnes symétries, vous apercevez que dans la démonstration, on a réellement besoin de savoir que la partie symétrique de la dérivée de B est dans L1. C'est-à-dire ça, c'est dire que dBi sur dxj est dans L1.
Et on s'aperçoit, en regardant finement la démonstration, et en choisissant bien la régularisation, que dBi sur dxj plus dBj sur dxi, dans N1, ça suffit. Première extension. Moi, je voulais continuer à pousser dans un certain nombre de directions en ce qui concernait ça pour se rapprocher de la mécanique des fluides. Et je me suis amusé, entre guillemets, à regarder des situations où les champs de vecteurs sont W11 jusqu'à des bords d'hypersurface, il peut même y avoir des intersections, et se recollent de manière compatible avec le fait que la divergence soit bornée. Le fait que la divergence soit bornée veut dire que la trace normale doit se recoller de part et d'autre d'une interface. Et puis après, si on est en dimension 2, il peut y avoir des points d'intersection. Si on est en dimension supérieure, évidemment, ça peut être des courbes, etc., etc. Alors, donc, là, je m'étais rendu compte qu'effectivement, si on régularise, dans la démonstration, vous verrez la régularisation, si on régularise près de là où il y a des sauts, si on régularise beaucoup moins vite dans la direction normale que dans la direction tangentielle, donc anisotrope, totalement incompatible avec l'autre résultat, à ce moment-là, la démonstration fonctionnait encore. J'avais signalé à Pise que ça devait permettre de faire BV, parce qu'effectivement, c'est essentiellement une structure BV. Je n'ai jamais rien compris à BV, et donc c'est comme ceci que Ambrosio a effectivement vérifié que ce genre de démonstration, des taux différents de régularisation dans la direction normale et dans la direction tangentielle, en fait, permet de traiter le cas BV. C'est essentiellement la même démonstration avec des connaissances sur BV. Que dire de plus? C'est que dans l'article initial avec Randy Perna, on a aussi des contre-exemples. Si un B est dans WS1, quel que soit S plus petit que 1. C'est-à-dire que si on passe en dessous d'une dérivée, et qu'on prend que des dérivées fractionnaires, alors on peut avoir deux flots, même à divergence nulle, deux flots en dimension 2, deux flots préservant la mesure distincts. Donc il y a perte d'unicité. Donc on sent bien qu'on est proche, mais à la frontière, je vais vous signaler plein de problèmes ouverts qui subsistent toujours au jour d'aujourd'hui. La réponse est probablement négative, mais j'en suis pas sûr, et trouver des contre-exemples est quelque chose de délicat. Donc, le quatrième point, c'est où est-ce qu'on en est, donc problèmes ouverts. Donc, je vous en signale 3 de gradations différentes, le troisième dépendant d'une réponse positive au second. Donc, le premier, c'est de dire, de prendre le tenseur de déformation et de demander à ce que ce soit une mesure bornée au lieu de L1. Ouvert, on ne sait pas. Ce qui serait donc un résultat qui couvrerait à la fois BV et la variante de la démonstration. Deuxième situation, par exemple en dimension 2, mais c'est en dimension quelconque, c'est prendre, là je prends un exemple, c'est de dire je suppose que la divergence est nulle et que le rotationnel de B, donc en dimension 2 c'est un scalaire, en dimension 3 c'est un vecteur, que le rotationnel de B soit dans L1. Alors là, évidemment, pourquoi divergence nulle? Pourquoi rotationnelle? C'est évidemment pour la mécanique des fluides. On ne sait pas. Et puis, si oui à 2, quid du rotationnel de B? Même question avec divergence de B égale à 0 et rotationnel de B mesure. Alors ça, 3, je suis prêt à parier que c'est faux.
Mais je ne sais pas, construire des contre-exemples, c'est beaucoup plus dur que de démontrer les théorèmes. Et je dois dire que le dernier contre-exemple qui m'est passé entre les mains a achevé de m'écœurer à vie sur la construction de contre-exemples. C'est un contre-exemple absolument passionnant sur les équations uniformément elliptiques complètement non linéaires de Narashvili. C'est un résultat magnifique qui démontre que, en général, on ne peut pas, on a des solutions C1,1 qui ne sont pas C2, qui sont uniques au sens des viscosités et qui ne sont pas C2. Ça, c'est la fin d'une grande question que tout le monde se posait. Et puis, et même qui construit des exemples où la solution n'est que C1 alpha et pas mieux. Alors, donc ça, le résultat est magnifique à dire. Il y a eu pas mal d'étapes dans ce résultat, des annonces fausses, etc. Mais là, maintenant, les gens semblent commencer à le croire. Mais donc, pour une fonction C1 qui n'est pas C2, donc il y a l'idée de dire je prends un polynôme de degré 3 et je divise par la norme de x, ça me fait une fonction qui est C1,1 et pas C2. Donc, reste à ajuster les coefficients du polynôme de degré 3. Donc c'est pour toutes les dimensions supérieures ou égales à 4, je crois. C'est là où il s'est associé avec deux algébristes et où la preuve est finie par une preuve assistée par ordinateur, hein, donc pour construire les coefficients du polynôme. Bon. Alors du coup, moi je ne sais pas comment on vérifie des trucs comme ça. Il y a de plus en plus de choses. Hein. Georges Gontier a encore démontré, après le théorème des 4 couleurs, Georges Gontier c'est quand même une grande nouvelle, a démontré un autre grand théorème en maths pure, à nouveau par une preuve entièrement assistée par ordinateur. Évidemment, beaucoup de mathématiciens disent comment on vérifie. Moi, j'admets parfaitement une preuve assistée par ordinateur, mais il y a le problème de la vérification. C'est quand même un peu compliqué. Et donc, la vérification là, a été faite par Smart. Smart, c'est ni une marque de voiture, ni un qualificatif sur l'intelligence. C'est un jeune mathématicien américain très intelligent, et effectivement, très astucieux, qui a refait la démonstration et qui, lui, par preuve assistée par ordinateur, arrive à construire des contre-exemples à partir de la dimension 7. Bon, ça rend plausible le résultat. Non, mais vous comprenez maintenant qu'en psy de contre-exemple, je deviens un peu nerveux. Hein, donc, Mais c'est intéressant quand même sur les changements conceptuels dans certaines démonstrations un peu explicites de mathématiques. Et cette montée en puissance des preuves assistées par ordinateur. Bon, et comment on gère ça? Et une fois de plus, la communauté mathématique ne semble pas s'en préoccuper. Mais bon, voire ignore de telles contributions. Le point pour en revenir là, c'est qu'effectivement, construire des contre-exemples est extraordinairement complexe, et je ne sais pas. En tout cas, hein, je vous signale ces 3 problèmes ouverts, même si on parle de résultats qui semblent bien connus, que les derniers éléments les plus notables, à savoir l'observation d'Ambrosio, ça date à au moins 10 ans, en 10 ans, on n'a pas fait un P de progrès là-dessus. Et les problèmes demeurent. Quelques remarques supplémentaires, donc ça c'était sur les problèmes ouverts, le point 5, problèmes ouverts. Le point 6, c'est pas comme si j'avais une liste, hein, je l'invente au fur et à mesure. Le point 6, c'est une observation que l'on a faite avec Claude Lebris, qui consiste à dire que non seulement on sait gérer une équation comme ceci, non, excusez-moi, j'aurais dû dire que le point 6, c'est que la démonstration du théorème, c'est une démonstration sur l'équation de transport, que ça entraîne en un certain sens qu'il existe un unique flot pour l'équation presque partout, c'est-à-dire où éventuellement on ne résout que pour presque toutes les conditions initiales associées à x point égale b de x, et que donc avec mon ancien, on est là, maintenant ça fait longtemps, hein, avec Maxime, ce qu'on avait observé, c'est comment la démonstration EDP, ce n'était pas si simple que ça, peut être faite directement sur les équations différentielles ordinaires. Ce n'est pas une simple traduction. Et le point 7
et c'est pour ça que ça me permet d'écrire uniquement le point de vue d'équation différentielle ordinaire avec Claude Lebris, c'était de comprendre que toujours sous les mêmes hypothèses, sans rien supposer de plus, non seulement en termes de flot presque partout, on peut définir x point égale b de x, mais on sait aussi regarder le processus tangent, c'est-à-dire y point, donc x0 égale à x, mais y point égale b' de x, pardon, appliqué en y, avec y0 égale petit y. Donc le b a une dérivée, mais vous voyez que là, il est très régulier en y, puisque c'est linéaire en y, mais il est abominable en x, puisqu'il est simplement borné. Mais néanmoins, comme le x, d'une certaine manière, le x, on le connaît. Et on sait qu'il vit, que normalement, il ne charge pas trop, puisqu'on connaît la déformation de la mesure de Lebesgue. Il ne vit pas trop sur des espaces de mesure nulle. Donc le b' de x, on doit le maîtriser. Et on sait composer n'importe quelle fonction dans LP avec grand X. Donc normalement, on sait maîtriser cela. Donc on doit s'y attendre. Mais vous voyez bien que ce qui est absolument crucial là-dedans, c'est ce que je vous ai indiqué avant d'énoncer le théorème. On sent bien que là, on en a absolument besoin, que lorsqu'on parle de la composition de U0, de X et de T et de X, eh bien, on doit se poser des questions sur qu'est-ce que ça veut dire, puisque U0 est que dans LP, et que ça, c'est défini presque partout. Et donc, il faut être sûr que grand X de T et de X ne vit pas sur un espace de mesure petite, ou en tout cas, si grand X de T et de X est dans un espace de mesure petite, ceci ne peut se produire que pour des X qui sont eux-mêmes dans un volume de mesure petite, dans un volume petit. En d'autres termes, il faut comprendre la déformation de la mesure de Lebesgue par le flot. Ce qui, dans le cas de système dynamique, remonte à Liouville. Et dans le cadre stochastique, ben ça n'a jamais été regardé, tout bêtement. Comment se déforme la mesure de Lebesgue par le flot stochastique? On sait qu'elle se déforme bien lorsque tout est régulier. Mais même maîtriser avec des bornes qui sont ce qu'elles sont, mais maîtriser exactement la géométrie de la déformation en tenant compte du presque partout en X, ça n'a jamais été regardé. Et c'est différent de la question sur les solutions fondamentales. Si vous avez une belle estimée sur les majorations, minorations sur les solutions fondamentales, vous noyez le poisson. Vous avez caché le problème. Donc, déformation de la mesure de Lebesgue, et on en déduit que c'est un argument clé. Alors, une autre observation simple que l'on a faite avec Claude Lebris, c'est de dire que toute la démonstration qui est faite s'étend à l'identique lorsque les A sont constants. Donc, tout OK, absolument tout OK, si A est indépendant de X. Uniformément elliptique ou pas. Donc ça, c'était le cas égal à 0. Vous prenez A constant, c'est la même chose. Alors, qu'est-ce qui est la même chose? C'est la démonstration que je vais faire maintenant dans un instant. Donc, effectivement, on regarde et on s'aperçoit, mais absolument tout, y compris le flot tangent, tout. Bien. On regarde et après, la question, c'est qu'est-ce qu'on en déduit du point de vue probabiliste? Alors, ce qu'on en déduit du point de vue probabiliste, dans des cas comme ceci, ce sont des existences et unicités de solutions du problème des martingales pour presque tout X. C'est en ce sens-là. Et en sachant qu'effectivement, on a des flots qui déforment peu la mesure de Lebesgue.
Donc c'est ça la formulation probabiliste qui va au-delà. Mais là, je ne veux vraiment pas rentrer dans les détails de la formulation probabiliste et je veux me concentrer sur les aspects équations. Donc je vous annonce, et on va le lire dans la démonstration, je vous annonce qu'effectivement, tout ceci marchera exactement pareil. Tout ceci marchera exactement pareil lorsque l'on fera la démonstration dans le cadre déterministe. Ça marche exactement pareil lorsque je prends un A constant. Bon, ben voilà, donc pour ce matin, il me reste à faire tranquillement la démonstration et puis un peu pérorer en conclusion. Et peut-être, je veux insister sur ce point-là, c'est qu'on est dans une situation où on a vu, à travers le jacobien, qu'on a une déformation exponentielle de la mesure de Lebesgue par le fond. Hein, c'est vraiment dire que mon jacobien, il se majore par e puissance ct, il vaut 1 et se minore par e puissance moins ct. Hein. Donc ça, c'est probablement l'aspect le plus crucial de la démonstration qui permet de comprendre pourquoi le problème est bien posé. Ça, c'est la divergence de B borné. Et c'est au moins formellement, c'est ça qui devrait entraîner l'unicité. Or, on a vu que ça ne suffisait pas, qu'il fallait un peu de régularité. Et donc, il faut rajouter plus régularité pour justifier. Justifier un calcul formel que je vais expliquer maintenant. Justifier, c'est tout en sachant qu'on a besoin de quelque chose pour avoir le droit de justifier, confère les contre-exemples. Donc, quoi qu'il en soit, maintenant, il est temps de faire la démonstration. Et commençons par la question de l'unicité. Donc, supposons pour l'instant que U0 soit dans L infini. Alors, pourquoi je dis ça? Ou en tout cas, oui. Donc, la solution U n'est pas continue à valeur dans L infini, mais c'est continu, c'est dans L infinité x, et c'est continu en temps à valeur dans LP, quel que soit P fini. On est dans un domaine périodique. Donc, tous les espaces LP sont emboîtés. On est dans un domaine borné. Donc, pourquoi ces contorsions? Parce qu'évidemment, des fonctions continues en temps à valeur dans l'infini, ça n'existe essentiellement pas. Enfin, c'est vraiment pas un cadre de travail. Sans qu'elle soit vraiment continue. Alors, quoi qu'il en soit, donc, dans ce cas-là, comment comprendre l'unicité? Et déjà, comment comprendre l'équation? Donc, je vous rappelle, on a pris A égale à 0 et on a cette équation-là. Donc, effectivement, la difficulté, ce n'est pas un du sur dt, ça c'est une dérivée au sens des distributions. C'est le BI DIU. Le BI, DIU, il n'est rien du tout, et BI, il est W11. Donc, effectivement, l'interprétation de BI DIU, la manière dont on écrit ça, c'est de dire DI BI U moins divergence de B fois U. Donc c'est en ce sens-là, maintenant, au sens des distributions, que l'on parle de cette équation-là. Alors maintenant, pourquoi peut-on le dire et que faut-il pour pouvoir dire ça? La divergence de B est bornée, donc là je peux multiplier par tout ce que je veux. Les BI, ils sont certainement dans L1, U est dans L infini. En fait, les BI sont mieux, mais bon. Observez que cette notion de solution ne marche pas si je prends un U0 qui est dans LP avec un P qui est petit, par exemple P égale à 1. Donc quand j'ai dit ça, attention à la notion de solution, j'y reviendrai dans un instant.
Je répète parce que François se réveille. Donc, là, j'ai supposé que U était borné pour dire quel est le sens de l'équation. Or, dans le théorème, je n'ai pas supposé que U était borné. J'ai supposé simplement que quel que soit U0 dans LP, et P est quelconque entre 1 et l'infini, eh bien, si je prends par exemple U0 dans L1, j'ai un problème pour définir le produit BI. Donc déjà, même l'équation, dire solution de l'équation, ça, c'est pas clair. C'est tellement peu, il y a tellement peu de régularité que je ne sais même pas. En tout cas, dans le cas borné, on va commencer donc dans le cas borné, premier cas. Donc, premier cas U0 borné. Voici pourquoi, voici comment on pose l'équation. Formellement, d'où vient l'unicité? Ouais. Ça ne change pas. C'est le premier cas de figure. Je suppose, pour faire la démonstration du théorème, je regarde le cas P égale l'infini pour commencer. D'accord? Oui. Et j'ai mis inférieur ou égal. Alors pourquoi je vais mettre ici? Il est toujours aussi chiant, lui. Bon, alors donc, je suppose que j'ai le droit de prendre P égale l'infini. D'accord? Ici, simplement, si j'ai P égale l'infini, je n'ai plus le droit d'écrire continuant de temps à valeur dans LP. C'est pour ça. D'accord. Dans L infini faible, mais dans L1 fort. Bon, oui. Ouais. Voilà. D'accord? Donc, le cas P égale l'infini, bien sûr, on peut le traiter, mais c'est simplement dans un énoncé commode du théorème. J'aime pas écrire des choses fausses, c'est bizarre. Hein. Donc, continuité en temps à valeur dans LP, quel que soit P, y compris dans le cas P égale l'infini. Et on sait que c'est uniformément borné. Donc, je commence par faire la démonstration uniquement dans le cas P égale l'infini, qui est bien un cas particulier du théorème. Dans ce cas-là, le continuité en temps à l'infini est remplacé par ceci. Dans ce cas-là, et même dans des cas un peu plus généraux, je donne un sens à l'équation grâce à cette réécriture du terme BI DIU. Et formellement, l'unicité provient de, si vous en avez envie, je vais multiplier par U l'équation. Ce qui correspond à essayer d'avoir une identité L2 pour U. Identité L2 qui, si on regarde les équations différentielles ordinaires, est essentiellement maîtrisée par le jacobien. Donc je m'attends à ce qu'au bout du compte, j'ai une identité d'énergie avec un Gromval, avec une constante. Ça devrait être l'analogue du jacobien borné et de l'argument de Liouville. J'anticipe, on va le retrouver, donc il n'y a pas de mystère, je fais ça avec, c'était grosso modo P égale 2, dans ce cas-là, je peux prendre n'importe quel P, y compris multiplié par sin de U si j'en ai envie. Donc formellement, si je fais ceci sans souci, je récupère 1/2 de d sur dt de l'intégrale de U2, ça c'est du sur dt fois U, et le deuxième terme, formellement, je commence par dire c'est moins BI DI de U2 sur 2, c'est-à-dire je rentre le U à l'intérieur du DI. Ensuite, j'intègre par partie, et j'en déduis donc 1/2 sur dt de U2 est égal à moins l'intégrale de divergence B de U2 sur 2. Pourquoi? Parce que je récupère à gauche plus divergence de B, je le fais passer à droite et j'ai moins divergence de B. Donc si je supprime les deux, eh bien vous retrouvez évidemment l'analogue de ce qu'on a écrit, c'est que le jacobien, le long du flot, est contrôlé par la divergence. Et ça, sur l'équation de transport, c'est l'identité d'énergie. C'est la même que celle que j'ai écrite.
Mais on la retrouve par une technique EDP. D'ailleurs, je pense que c'est Deauville, pour l'unicité, pour montrer qu'on avait des isométries, faisait cet argument par EDP. Enfin, il faisait les deux, hein, il faisait tout. Si je me souviens bien. Donc, lorsque vous avez ceci, et donc ça, c'est la déformation de la mesure de Lebesgue, vous voyez d'ailleurs que, comme je vous l'avais annoncé, il faut que la divergence de B soit minorée, donc signée ici. Je peux l'enlever, et il s'agit de dire que divergence de B est simplement minorée. Ça suffit. Vous voyez aussi que si les A sont constants, au passage, la remarque que je fais, c'est que je vous ai dit que tout marchait lorsque je prenais un A constant. Ben, si j'ai moins AIJ, DIJU, et que je multiplie par U, je mène les deux démonstrations de front. Qu'est-ce qui se passe? Bien, je récupère par intégration par partie l'intégrale de AIJ, DIU, DJU, et que donc lorsque A est constant, j'ai pratiquement la même identité qui est d sur dt de l'intégrale de U2 sur 2, plus l'intégrale de AIJ, DIU, DJU est égale à l'intégrale de moins divergence de B, U2. Le tout formellement. Et simplement, ce que j'observe, c'est que si ça c'est positif ou nul, ceci a un signe. Donc lorsque A est constant, j'aurai essentiellement la même identité, mais à la place d'avoir égal, j'ai inférieur ou égal. Alors évidemment, lorsque A est constant, on ne voit pas la différence entre un opérateur sous forme divergence et non sous forme divergence. Et donc là, il faudra faire un petit aparté sur qu'est-ce qui se passe sous forme divergence. Et je conclurai, il faut que je me remarque dual divergence. Ça, c'est pour moi, pour ne pas oublier en fin de cours. Alors, donc, bon, quoi qu'il en soit, bah, vous en déduisez donc, effectivement, si la divergence de B est minorée ou si elle est bornée, ceci se majore par C fois 0 fois intégrale de U2. C'est bien l'inégalité de Gromval dont je vous parlais. Démontrer l'unicité, c'est démontrer quoi? Comme on a une équation linéaire, c'est vérifier que si je prends une solution qui part de 0, elle reste nulle, c'est-à-dire que le noyau est réduit à 0. Dire que donc vous avez un Gromval vous assure que si U0 est nul, ça entraîne que U est nul. Alors quand on voit ça, c'est très tentant de se dire, bah, au fond, ça a l'air tout OK ce qu'on a fait dans le cas borné. Et pourtant, je vous ai parlé de contre-exemple, c'est-à-dire que c'est faux sur un B général. Et donc, où est-ce que le diable se cache? Ben, il se cache ici. C'est quand on commence à prendre cette quantité, réécrire cela, écrire cela. C'est-à-dire qu'on commence à faire des manipulations de dérivés, de dérivations de fonctions composées, avec des U et des B qui ont peu de régularité. Donc en fait, si j'avais le droit de faire la dérivation, de dire que la dérivée de U2, c'est U fois la dérivée de U, avec un 2, ce qu'on apprend tous, mais ça c'est vrai si c'est dérivable. Et là, ça ne l'est pas. Donc c'est rien du tout. On ne sait pas ce que c'est. Et donc si je n'ai pas le droit de multiplier DIU par U. Je ne peux pas le justifier. Donc, ce n'est pas uniquement un jeu mathématique parce que c'est tellement fin que si j'avais le droit de le faire, j'aurais essentiellement aucune hypothèse. Or, les contre-exemples prouvent qu'il y a des hypothèses. Donc, ce n'est pas uniquement un problème de il faut justifier mathématiquement. C'est la difficulté du problème. C'est quand même très surprenant, ce n'est pas si fréquent que ça, où on se dit c'est un truc qui a l'air purement technique et qui est pourtant le cœur du problème, en termes de mesurer la régularité des coefficients. Alors ça, c'est pour le premier ordre. Je me permets d'aller lentement, même si un certain nombre d'entre vous connaissent parfaitement cette théorie, parce que c'est assez frappant, et quand on va passer au second ordre, ça va être multiplié par 10, les problèmes. Donc, parce qu'il va falloir parfois intégrer plusieurs fois. Donc, comment on contourne cette difficulté toujours dans le cas à l'infini? Et ensuite, il faut... Donc la première étape, c'est l'étape formelle pour l'unicité.
L'existence, c'est pas ça la difficulté. La deuxième étape, ben, c'est la justification. Donc, étape 2, c'est que ça, c'est OK. Si U est régulière, mais ce n'est pas toujours OK, confère le contre-exemple. Et c'est là où donc la régularité de B va jouer. Et comment ça va jouer, en tout cas dans la technique de démonstration, mais qui est la seule technique qu'on ait tous utilisée sur cette théorie, ça va être de régulariser par convolution. Donc, régulariser, je prends une solution, régulariser U. Et se rendre compte que la régularisée résout presque la même équation. Maintenant, sur la fonction régularisée, j'ai le droit de faire toutes ces manipulations, et si c'est presque la même équation, ben, j'aurais démontré que la régularisée est presque nulle, et donc à la limite, que la solution est nulle, ce qui est l'unicité. Donc c'est ça la stratégie de démonstration. Si je sais faire ça, et bien entendu, il s'agit de mesurer en quel sens le presque est vrai. C'est là, ça sera tout ça, toute la difficulté dans le second ordre, ça sera effectivement en quel sens le presque est vrai. Alors donc, régulariser U par convolution, c'est donc que l'on est amené, et on a de souci à se faire qu'en X, le temps ne compte pas du tout, c'est une opération linéaire, il n'y a pas de souci à se faire là-dessus. Donc je n'insiste pas là-dessus, il faut aussi régulariser en temps, mais ça c'est gratuit. On introduit un noyau de convolution, et le noyau de convolution c'est 1 sur epsilon d, ρ de point sur epsilon. Ρ est une fonction, par exemple, c'est infini à support compact. Moi j'aime bien prendre des noyaux de régularisation positifs parce qu'il y a plein de signes dans les questions, c'est pas indispensable. Et je suis dans W11, on n'a pas besoin d'en dire plus. Lorsque vous faites la démonstration avec la partie symétrique, il faut le prendre à symétrie sphérique. Et si vous faites des démonstrations comme ceci, comme dans BV, il faut le prendre qu'il soit localement dans un voisinage comme ceci, qui est en fait soit très distendu dans une variable. Hein. C'est donc comme si vous avez x1 et x2, et que dans le x2, vous mettez x2 sur delta avec un deuxième paramètre. Et il faut choisir convenablement delta. Donc, suivant les cas de figure, mais dans le cas qui me suffit, on fait ça. Aussi pour les flots, quand vous prenez le flot tangent, vous régularisez en x à un certain taux et un taux beaucoup plus faible en xi. Donc là encore, il faut jouer sur des taux totalement différents. Je me concentre sur le théorème qui est là, donc on ne se fait pas de soucis sur le choix de la régularisation. On a beaucoup de flexibilité. Et on a un lemme qui remonte à Rélich, je crois. Je ne sais plus qui est. Je crois que c'est Rélich. J'ai un trouble. Je ne suis vraiment pas sûr du tout. Non, ce n'est pas Rélich. J'ai oublié. Un lemme classique. Un lemme classique qui date de la fin des années 50 et de l'étude d'équations, en fait, pas très, très éloignées de celle-ci. Ça m'énerve de tout à coup d'avoir ce trou. Et donc, ce lemme vous dit... Je ne vous cacherai pas qu'on l'a essentiellement redécouvert en ignorant tout, qu'il était déjà totalement classique. En tout cas, c'était clair qu'il était totalement élémentaire. C'est la phrase célèbre de Neo di Giorgi, hein, c'est « Chi cerca trova, chi ricerca ritrova ». Donc nous avons retrouvé ce lemme, refaisant ainsi éternellement toujours la même démonstration, comme tous les chercheurs. Donc, ou la plupart du temps. Donc ce lemme vous dit la chose suivante. C'est que lorsque vous régularisez l'équation, là j'ai en x une dérivée en temps, je régularise, pas de souci. Et donc, comme équation régularisée, j'ai certainement moins bi di u étoile rho epsilon égale 0. Bon. Et donc, ce que je voudrais pour avoir une équation pour la solution régularisée, c'est faire passer le rho epsilon à l'intérieur du BI. Mais il y a un BI de x. Là, on est en train de faire une convolution dans laquelle il y a différentes valeurs de BI qui interviennent, et je veux le faire rentrer à l'intérieur. Donc vous voyez que vous êtes en train de comparer
la commutation, on parle du commutateur, entre deux actions, d'une part la régularisation par convolution, et d'autre part prendre la dérivée le long de ce champ de vecteurs. Okay? Donc, on est en train de parler du commutateur B gradient, cette opération, et de la régularisation par convolution. Je n'aime pas spécialement les commutateurs, ce n'est pas la peine de ricaner, monsieur qui sait à qui je m'adresse, et c'est simplement de dire qu'effectivement, on doit commuter l'ordre des opérations. Une opération, c'est la régularisation par convolution, l'autre opération, c'est cette dérivée le long du gradient. Et donc, on a quelque chose qui vous dit, on a le résultat suivant, c'est qu'il agit sur LP si B est dans W1Q, et il va de LP dans LR avec 1 sur R égale 1 sur P plus 1 sur Q. Et ça, c'est un opérateur qui est uniformément borné en epsilon. Et dès qu'on a un opérateur qui est uniformément borné en epsilon, hein, c'est comme la régularisation par convolution, c'est une opération qui est uniformément bornée dans tous les LP en epsilon et qui converge fortement dans LP si la donnée est régulière. Et donc par densité, il y en a toujours un que vous pouvez vous servir par densité. On n'a pas le droit à prendre P et Q tous les deux égaux à plus infini, mais le cas B lipschitien, on s'en fout, hein, c'est W11 qui vaut. Et donc, non seulement il est borné, mais il converge ponctuellement, comme opérateur, vers 0. Quand epsilon tend vers 0. Ça veut donc dire que si vous fixez maintenant un élément de LP, le résultat de cette commutation tendant LR vers 0, c'est ça un opérateur qui converge ponctuellement. La norme restant bornée. Donc si on admet le lemme, bah évidemment, là, on est assez bien barré. D'ailleurs, les AIJ purement qui sont simplement constants, vous voyez que si les AIJ constants, s'il n'y a pas de dépendance en X, bah, il n'y a aucun problème pour régulariser, ça tout commute. Et donc, si le lemme est vrai, j'ai le droit de glisser le U étoile rho epsilon à l'intérieur du BI. Je n'ai pas égal à 0, mais j'ai égal à R epsilon qui converge dans quoi? Donc, ouais. Donc, on est dans la situation où Q est égal à 1 et P est égal à l'infini. Donc, si P est égal à l'infini, Q est égal à 1, R, ça fait L1. Donc, U0 dans l'infini, B dans W11, je sais que le résultat est borné dans L1 et qu'il tend vers 0 dans L1. Donc, je récupère une presque équation R epsilon qui tend dans L1 vers 0. Toujours en admettant le lemme, et je ne vais pas redémontrer le lemme, on va simplement regarder pourquoi ça a une chance d'être vrai. Puis c'est un travail très très simple. Hein. Je suis toujours en train de chercher le nom. Maintenant, est-ce que ça suffit pour conclure? Je reviens en arrière et je reprends la démonstration formelle d'il y a un instant. Je refais exactement la même démonstration et je récupère donc quoi? D sur dt de l'intégrale de U epsilon au carré, qui est égal ou inférieur ou égal dans le cas où les A sont constants, à C0 fois l'intégrale de U epsilon carré. Ça sont tous les termes que j'avais obtenus. Et j'ai ici maintenant un terme supplémentaire qui est, donc il y a des 2, et qui est le terme intégral de R epsilon multiplié par U epsilon. Ben, c'est le reste. J'ai multiplié l'équation par U epsilon. Donc tout ce que j'avais fait avant, c'est pareil. Et maintenant, j'ai le droit de le faire parce que les U sont réguliers. Il y a encore une toute petite justification, c'est de faire cette intégration par partie, mais il n'y a pas de problème parce que ceci est C infini, ce sont les règles habituelles de dérivation. Donc à partir du moment où une des deux fonctions est régulière, là, tout devient possible. En l'occurrence ici, la solution. Donc là, il n'y a pas de difficulté, il reste ce terme-là.
Donc là, pour conclure et dire j'ai à la limite que U est vraiment nul, bien il faut être sûr que ceci tend vers 0, mais ça nous tend les bras, puisque R epsilon tend dans L1 vers 0, tandis que U epsilon est borné. Alors, vous régularisez par convolution une fonction dans l'infini, c'est uniformément borné. Donc l'intégrale de R epsilon U epsilon, elle se majore par l'intégrale de R epsilon qui tend vers 0. Bon. Donc, le reste contribue peu. Lorsque vous faites tendre epsilon vers 0, vous avez bien la majoration exponentielle de l'énergie, enfin de l'énergie L2, mais de n'importe quelle énergie LP, vous auriez la même chose. Et donc, vous en déduisez en particulier l'unicité, et l'existence n'est pas le problème. Donc, le théorème est essentiellement démontré dans ce cas de figure, c'est-à-dire dans le cas où P est égal à l'infini, et dans le cas de figure où on n'a que, et en admettant le lemme. Alors, je me débarrasse rapidement des cas généraux, des cas différents. C'est qu'en travaillant un peu plus sur cette démonstration, la même démonstration va encore fonctionner si je sais que je prends P, qui est l'exposant conjugué de l'exposant de Sobolev de B. Donc, dans L1, c'est Ln sur n-1, et donc ça veut dire U dans Ln. Donc, la remarque, ça nous servira. La remarque, c'est que démonstration est encore OK en étant très économe dans cette démonstration, c'est U dans LD. Parce qu'à nouveau, on peut définir, souvenez-vous, le problème, c'est de définir BIU. Mais si B est dans W11, à ce moment-là, il s'injecte, injection de Sobolev, dans LD sur D-1. Et LD est l'exposant conjugué qui permet de donner un sens à BIU. Et après, on peut faire tourner toute la démonstration. Bon, alors en dimension 1, ça va. En dimension supérieure, on est encore loin du compte. Alors, donc, l'étape 2, c'est toute une gymnastique qui, en tout cas, est vraie pour des flots déterministes et se complique singulièrement lorsqu'on a des flots stochastiques, qui consiste à dire quid de U0 dans L1. Alors, si on sait faire L1 et l'infini, vous pouvez imaginer qu'on sache faire tous entre. Et en fait, ce que je vais vous raconter, ça marche dans n'importe quel LP. Et l'observation est toute bête, c'est qu'au moins formellement, bien, vous vous attendez à ce que si U0 est solution, si U est solution, vous vous attendez à ce que phi de U soit solution. La règle de dérivation des fonctions composées. Je réécris l'équation. Alors donc là, vous voyez que si déjà avec des A constants, c'est plus méchant là. Donc il va falloir que je revienne sur ce point-là. Si U est solution, bien phi de U résout le même problème. Parce que vous multipliez l'équation par phi' de U. Bien. Et donc, on va changer la notion de solution. On va dire que ce qui est une propriété formelle, jeu mathématique habituel, vous transformez des propriétés attendues en définition. Après, il faut être sûr que ça marche. Et donc, la notion de solution, si U0 est dans LP, avec un P qui est n'importe quoi compris entre 1 et maintenant je peux exclure à l'infini, eh bien, la définition de solution, c'est que quel que soit phi borné, vous pouvez prendre continu C1, C infini, ou rien du tout, c'est-à-dire L infini. Quel que soit phi borné, eh bien, vous voulez que phi de U soit solution. Évidemment, associé à phi de U0 à l'instant initial. Vous prenez ça comme définition. On avait appelé ça les solutions renormalisées parce que vous gommez les zones où U est très grande. Vous les tronquez. Eh bien, si vous prenez ça comme définition, bien entendu, le résultat précédent d'unicité vous dit que phi de U est unique. Oui, à part qu'on ne sait pas que c'est un phi de U. Qu'un objet qui correspond à phi de U est unique,
et correspond à phi de U0 initialement. Alors, si c'est vrai quel que soit phi, on peut démontrer que alors c'est nécessairement phi de quelque chose. Et cet objet a été complètement identifié puisque vous connaissez son action sur tous les U. Bon, ça c'est un petit jeu d'algèbre, je vous laisse y réfléchir, ce n'est pas très, très compliqué. Donc, si vous savez résoudre pour tout, donc pour tout phi de U0, vous avez une solution qui est une solution que je vais baptiser U-phi, mais qui est telle que c'est stable par composition. C'est-à-dire que vous savez que psi de U-phi est égal à U-phi rond psi. Puisque dans le cadre à l'infini, j'ai le droit de dire que si j'ai une solution, par unicité, toute transformée de la solution est solution. Alors, si vous savez ceci, nécessairement, il existe un U tel que U rond phi, phi U phi soit phi rond U. On n'avait même pas dégagé ça dans l'article initial, ce n'est pas forcément plus clair que ce qu'on a fait dans l'article initial, mais c'est ça la propriété. Qu'est-ce que vous faites? Vous prenez des troncatures par en haut, par en bas, vous relâchez les troncatures, vous obtenez le U. Et ensuite, vous vérifiez la cohérence. Bien. Donc, tout ceci, c'est fort lointain. Et là, on a ainsi justifié modulo ce lemme. J'essaie de toujours trouver le nom. Modulo ce lemme, on a effectivement démontré le théorème. Et éliminons tous les détails sans importance. On a vu deux choses, c'est que la démonstration de l'unicité, c'est vraiment la déformation de la mesure de Lebesgue, c'est l'identité d'énergie dans laquelle la divergence de B apparaît. Ça, c'est une identité d'énergie. Et le deuxième ingrédient essentiel, c'est de justifier ce calcul d'identité d'énergie par régularisation. Et caché derrière, il y a ce lemme. Donc ce sont les deux ingrédients. Le reste, vous pouvez tout oublier. Bon. Alors, dans ces deux ingrédients, modulo les histoires de troncature, de renormalisation, on voit que tout passe lorsque je prends un A qui est constant avec un EJ, DJ. Mais bon, je reviendrai là-dessus tranquillement parce qu'il y a quand même des soucis avec les troncatures. Alors, ensuite, ce lemme, qu'est-ce qu'on peut en dire? Donc, on regarde l'action de cette convolution. D'un côté, vous faites BI de x, d sur d xi, de l'intégrale de ρ epsilon de x moins y, u de y, dy. Et vous lui retranchez quoi? Oui, c'est ça. Et vous lui retranchez bien le fait que j'ai pris BI de y, d sur di, de u de y. Et là, maintenant, je mets un ρ epsilon de x moins y. Et puis, on a vu dans l'étape essentielle que, en fait, c'était ce terme-là qu'il convenait de réellement comprendre. Donc, si vous voulez, je vais me permettre de mettre déjà les BI à l'intérieur. Les autres termes sont vraiment des termes en divergence. Donc, divergence de B borné, le reste, c'est facile. Donc, c'est le terme essentiel dans le commutateur. C'est celui-ci. Et donc, c'est d sur dy, si vous voulez, de bi de y, u de y. Donc, vous voyez, lorsque vous comparez les deux choses, hein, c'est pratiquement la même chose, mais à ceci près que ici, vous avez un x et ici, vous avez un y. Et donc là, à nouveau, le terme essentiel, les dérivés, vous les faites porter coûte que coûte. À nouveau, il y a un terme de dérivée, mais je vais mettre ici un terme qui est ici, bi de x. Je le mets où ça m'arrange. Tous les autres termes sont des divergences bornées. Et donc, ce à quoi je veux arriver, c'est de dire qu'à la fin, ce que vous avez, le terme essentiel, c'est un bi de x moins bi de y. Vous avez un u de y. Et ici, vous avez le gradient de ρ epsilon. Et donc là, je veux vraiment l'exprimer en 1 sur epsilon à la puissance d plus 1, parce que vous dérivez ρ epsilon, et donc ça vous crée un 1 sur epsilon supplémentaire, qui est évidemment
l'aspect dangereux, rho de x moins y sur epsilon. Et donc, la difficulté, c'est que vous avez ici un epsilon à la puissance d plus 1. Si vous aviez un epsilon d, il n'y aurait pas de souci, ça serait de la convolution standard. Donc, la vraie difficulté, c'est qu'à cause de la dérivation, du fait qu'on ait un opérateur de rho de 1, eh bien, on a récupéré un 1 sur epsilon qui est évidemment dangereux si epsilon tend vers 0. Et ce 1 sur epsilon, je le mets devant le bi de x moins bi de y. Donc, vous voyez que le terme essentiel dans ce commutateur, il est là. Que tout ça, ça nous force x moins y à être d'ordre epsilon, que tout ceci, c'est un scaling intégrable, comme une masse de Dirac, que donc il convient de voir ce qui reste ici, le U et les bornés, hein, où il est dans un certain LP, et ça, on sent bien que ça ressemble à un dB fois x moins y sur epsilon. Alors, le x moins y sur epsilon, il est parfait, parce que ça me rajoute un scaling qui est un scaling de type masse de Dirac. Et le dB, il faut qu'il soit, que l'on puisse le multiplier par une fonction dans LP. Donc, si je suppose qu'il est dans LQ, vous voyez que vous avez du LQ-LP, c'est ça qui vous donne du LR, avec 1 sur R égale 1 sur P plus 1 sur Q, et que le 1 sur epsilon supplémentaire, vous l'avez absorbé grâce à un cran de dérivation du B. Donc ça, on le fait tranquillement. Je ne vais pas refaire des choses qui sont connues depuis des décennies. C'est ça qui est à la base du fait que lorsque vous avez un certain degré de régularité que vous dérivez une fois et que vous faites la régularisation par convolution, eh bien, ceci converge dans LR, tend vers 0, et donc dans le cas qui m'intéressait, L infini avec B dans W1, tend dans L1 vers 0, en tout cas reste borné dans L1, et puis après c'est la densité. Donc vous voyez le mécanisme. Alors beaucoup de choses à dire, c'est que si vous aviez deux dérivés, puisque c'est quand même ça qui m'intéresse, si vous avez deux dérivés, il y a un souci, parce que là, on va récupérer du 1 sur epsilon carré. On sent qu'il faudrait deux dérivés des AIJ, c'est trop. Donc première difficulté, et puis bon, il y en a beaucoup d'autres. Il se fait tard et j'ai déjà passablement débordé. Donc j'arrête là, j'aurais démontré le théorème. Je reprendrai la semaine prochaine en expliquant un tout petit peu les différentes équations paraboliques qu'il peut y avoir. Cela dit, merci beaucoup, à la semaine prochaine.